Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode donc, de l'émission Salesview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, d'accueillir Pauline, qui est appelée la Call Queen sur LinkedIn pour ceux qui la connaissent. Comment vas-tu? Ça va et toi, Abdella? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on va parler de call calling, mais avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un petit peu ton parcours, ton entreprise et qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton entreprise aujourd'hui? Ça marche. Bon, en tout cas, merci pour l'invitation. Donc moi, je suis la fondatrice de Booking Factory, qui a bientôt 3 ans, que j'ai créé en novembre 2020 et que j'ai créé en fait suite à un licenciement économique post-Covid. Donc c'était pas forcément prévu dans la roadmap, surtout post-Covid. Hein, je pensais pas dire, ben tiens, je vais changer de job, etc. Euh, du coup, ben, une fois que je suis sortie de l'entreprise où j'étais, donc moi j'ai toujours été dans des startups en tant que BizDev ou CAM, enfin Key Account Manager. Et en gros, donc, quand j'ai eu ce licenciement économique, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas me lancer. Et à ce moment-là, je me suis inscrite sur Malte, tout simplement, et j'ai juste décrit ce que je savais faire sans forcément savoir ce que j'allais vendre comme package ou comme service, on va dire. Et en gros, après avoir échangé avec une centaine d'entrepreneurs qui faisaient pas partie de mon réseau initial, parce qu'en fait, sur Malte, j'ai été, enfin, du moment où je me suis inscrite, j'avais 3, 4, 5 demandes par jour. Donc, ça m'a permis d'avoir pas mal de volume et d'échanger. Et en gros, je me suis rendu compte que toutes les personnes avec qui j'ai échangé, peu importe le secteur d'activité, peu importe la taille de l'entreprise, peu importe qu'il y ait des sales ou pas, tout le monde avait besoin de rendez-vous qualifiés. Et donc là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais tu te rends compte, tu adores téléphoner et tu vas pouvoir potentiellement être payé pour téléphoner. Ouais. Donc, euh, donc du coup, bah, c'est comme ça que j'ai créé une offre pour Book Factory. Et en fait, sur le premier mois où je définis mon offre, j'ai vendu 30 jours de phoning pour le mois d'après. Et en fait, je me suis pas rendu compte qu'il y avait que 20 jours ouvrés bah, dans un mois. Et donc du coup, j'ai dû, bah, dès le premier mois où j'ai trouvé mon modèle, bah, prendre quelqu'un pour m'aider à délivrer ce que j'avais vendu. Donc du coup, c'est comme ça que je me suis un peu constituée en mode agence et où bah, j'ai commencé à prendre un freelance, puis deux, puis trois, etc. Et où du coup, bah, aujourd'hui, Booking Factory et, vend des jours de phoning, peu importe le secteur d'activité, où on a pour objectif de prendre des rendez-vous qualifiés. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. La première question que j'ai à te poser aujourd'hui, voilà, par rapport au call call, euh, quel est ou quels sont plutôt les objectifs d'un call call quand on en fait un? L'objectif d'un call call, c'est de prendre un rendez-vous. Surtout, c'est pas de vendre. Et c'est ce qu'oublient la plupart des sales, c'est qu'aujourd'hui, un sales va aller chercher potentiellement à vendre, alors que c'est pas du tout l'objectif. Faire du cold calling, c'est susciter l'intérêt, euh, prendre des informations, euh, apprendre ben, vraiment ce qui est important dans sa cible, enfin chez sa cible, et de générer du coup cet intérêt pour prendre un rendez-vous, pour potentiellement aller pitcher effectivement et tenter le closing à un moment donné, mais pas de prime abord, quoi. Pas de prime abord, ouais. Et est-ce que tu as une méthode toi, pour préparer une bonne séance de call calling? Quels sont les ingrédients qu'il faut pour avoir une bonne séance de call call? Ce qui est important, ça va être le sales book, c'est-à-dire toute la bible du bon SDR qui va avoir ben, des objections, qui va devoir présenter le produit, qui va devoir parler des avantages. En gros, quand, quand je prends un nouveau client, je fais toujours ce qu'on appelle un point de cadrage, où je pose en fait toutes les questions dont je vais avoir besoin des réponses pendant la prospection. Et en fait, l'humain réagit toujours de la même manière. Enfin, il veut savoir à qui il parle, il veut savoir quel est l'intérêt pour lui d'écouter. Euh, si la boîte en face a déjà le service ou le produit similaire d'un concurrent, ben, il faut qu'il comprenne quelle est la différence parce que tu n'es jamais à 100% satisfait d'un outil, tu vois. Donc l'idée, c'est vraiment de concentrer sur un seul et même doc toutes les informations qui vont pouvoir servir au SDR pendant les appels. Et donc nous, en fait, par client, on a ce salesbook avec toutes les informations nécessaires qu'on affine au fil de l'eau, hein, bien entendu. Mais déjà, on a une base qui nous permet de, bah, tu vois, en début de semaine, j'ai travaillé pour une boîte qui fait de la gestion des déchets. J'étais pas experte sur le sujet, mais de switcher
de boîte et d'avoir n'importe quel secteur, ben, ça aide effectivement à avoir une agilité. Mais je pense que n'importe qui, du moment où il est bien formé, s'il a les bonnes informations sous les yeux, c'est pas très compliqué, quoi. Et donc, quand on parle, enfin, quand on va appeler, on entend souvent qu'il faut éviter les lundis parce que c'est le jour des réunions, le mercredi après-midi aussi parce que les personnes vont chercher leurs enfants, on entend que le vendredi, il faut laisser, il faut pas appeler le vendredi non plus. Est-ce que, selon toi, avec ton expérience et le nombre d'appels que tu as appelé, est-ce qu'il y a réellement un bon moment pour faire un call ou c'est vraiment, si tout dépend de la cible et finalement on peut appeler à n'importe quel moment? Alors je pense que c'est des excuses, en fait, de personnes qui veulent pas téléphoner. Mm. Parce que du coup, quand tu dis que le lundi, c'est le début de semaine, que le vendredi, c'est la fin de semaine et que le mercredi, c'est le jour des enfants, déjà, il te reste que mardi et jeudi. Ouais. Donc déjà, ça limite ta potentialité de phoning. Donc non, pour moi, ça, c'est vraiment du bullshit et c'est se trouver des excuses. Nous, on fait du phoning tous les jours, du lundi au vendredi. Alors, je te dis pas qu'il y a certaines cibles où il va falloir s'adapter. C'est vrai que le mercredi, si tu cherches à joindre une DRH ou une personne qui est dans le market com, où il y a souvent quand même beaucoup de femmes, c'est pas forcément la meilleure des journées. Mais mis à part ça, tu vois, le lundi, finalement, enfin, je sais pas, moi j'ai plus de réunions le mardi que le lundi, tu vois. Mais après, ça dépend des semaines, tu vois. Après, on gère de l'humain. Donc non, non, nous on appelle tous les jours, il n'y a pas de. Tu vois, juste un peu sur le mercredi où on va les faire attention en fonction de la cible. Après, typiquement, si tu veux joindre un dirigeant, on va mieux en plein fin de journée, tu vois. Ouais. Enfin, on travaille assez tard. Donc après, on s'adapte, mais tu peux avoir très bien quelqu'un à 9h que tu n'aurais pas eu à 11h ou à 19h. Enfin, on gère de l'humain, tu vois. C'est un peu compliqué de faire des généralités sur ça, mais en tout cas, voilà, nous, on phone tous les jours sans exception. Et donc, en termes de ouverture d'appel, est-ce que, même si ici, encore une fois, il n'y a pas vraiment de réponse générale qu'on pourrait appliquer à tout le monde, mais toi, avec le nombre d'appels que tu passes avec ton agence, etc., est-ce que tu vois qu'il y a des ouvertures d'appels qui sont plus efficaces que d'autres? Sur l'accroche, tu veux dire quand la personne Ouais, décroche? c'est ça, oui. Alors, moi, je fais toujours la même chose et c'est ce que j'explique ben, quand je forme ou que j'accompagne des sales. En gros, quand la personne va dire allô, il faut que je puisse vérifier déjà que j'ai la bonne personne au bout du fil, parce que c'est pas parce que quelqu'un décroche que Ouais. c'est son bon numéro, que c'est la bonne personne, etc. Et quand tu appelles quelqu'un et que tu dis oui, bonjour, je suis bien avec Madame Michu, si c'est Madame Michu au téléphone, elle va te dire oui, c'est pourquoi. Enfin, elle va directement être sur la défensive parce qu'elle sait pas quitter. Tu connais son nom, tu cherches à la joindre, elle sait pas pourquoi. Donc en fait, moi, ce que je dis toujours, c'est quand la personne décroche, tu vas lui dire, enfin, tu vois, cherche par exemple à appeler une personne qui s'appelle Julie. Quand la personne va décrocher, je vais dire oui, bonjour Julie, tu vois, avec un petit air, avec un petit point d'interrogation à la fin que tu peux imaginer. Si la personne s'appelle pas Julie, elle va te dire non, vous faites erreur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc déjà, ça permet de vérifier. Donc, si par contre Julie me dit que c'est bien elle, je dis oui, oui, bonjour Julie, donc Pauline à l'appareil, société Booking Factory. J'ai vu sur LinkedIn que vous étiez Head of Sales, et comme j'échange avec pas mal d'homologues à vous, et donc en disant ça, pareil, si c'est un homonyme qui s'appelle Julie et qu'elle n'est pas Head of Sales, à un moment donné, elle va dire bah non, vous faites erreur, tu vois. Ouais. Sinon, ça confirme, tu vois, au moins la personne, elle dit ok, elle sait qui c'est, enfin, elle sait qui elle appelle, quoi, tu vois. Donc ça, c'est toujours la même chose. On applique toujours cette méthode-là. Après, quand la personne décroche et qu'elle dit son nom et son prénom, ça arrive, hein. Là, j'ai pas besoin de vérifier, je le sais, tu vois? Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est comme ça qu'on commence toujours et après, on va aller parler de l'avantage qu'on apporte, que ce soit, en termes d'argent, de temps, de fonctionnalité d'un produit, peu importe. Mais en gros, on va aller expliquer, la problématique à laquelle on répond. Donc si par exemple, tu as un CEO et que tu as un outil qui permet de faire gagner, je sais pas, 80 de temps d'un sales, ben on va aller mettre ça en avant dès le début, tu vois? Comme ça, la personne au bout du fil, elle sait qui tu es, de quelle entreprise tu es et quelle est la valeur que tu peux lui apporter. Parfait. Ouais. Et donc ici, voilà, il y a plusieurs méthodes de prospection qui peuvent être utilisées. On entend souvent, c'est un peu la mode aujourd'hui de parler de prospection multicanal, utiliser plusieurs canaux de prospection. Est-ce que toi tu le fais déjà premièrement? Est-ce que tu allies par exemple le cold calling avec le cold mailing ou inversement?
Et est-ce que tu as des méthodes pour bien faire fonctionner les deux? Alors, nous, aujourd'hui, chez Booking Factory, on ne vend que des jours de phoning. Ouais, Parce que je pars du principe que pour envoyer des mails, les entreprises, elles ont pas besoin de moi, quoi, tu vois. Enfin, je vois pas la valeur que j'apporte à écrire un mail et à appuyer sur envoyer ou demander à une automatisation de l'envoyer à ma place, quoi, tu vois. Donc, je veux bien accompagner mes clients, tu vois, s'ils ont des questions sur leur séquence de mails. Mais franchement, je vois, j'arrive pas à comprendre la valeur que j'apporte à vendre des mails, quoi, tu vois. En sachant que on a beau te dire qu'il faut faire de l'ultra personnalisation, aujourd'hui, à part au téléphone, c'est un peu compliqué, quoi, tu vois. Enfin, c'est hyper chronophage, etc. Donc très peu de personnes le font. En tout cas, j'ai l'impression, vu les mails que je reçois de manière automatique. Et, euh, et envoyer des mails en masse, on voit bien qu'aujourd'hui ça marche pas, quoi, tu vois. ouais, Donc, je dis pas qu'il faut jamais envoyer de mail, mais je dis juste que moi, dans mon agence, on n'en fait pas parce que je vois pas la valeur. Du coup, quand moi j'ai un client qui me parle de ça, qui me dit que, voilà, est-ce que vous pensez qu'il faut envoyer un mail avant, plutôt un mail après le phoning? Tu vois, on me dit qu'est-ce que vous préférez ou qu'est-ce que vous conseillez? Je réponds toujours la même chose, c'est-à-dire que si tu envoies un mail à quelqu'un qui répond pas, que tu l'appelles en lui disant voilà, je t'ai envoyé un mail, la personne elle va te dire quoi? Tu peux être sûr qu'elle va te dire bah, si je t'ai pas répondu, c'est que ça m'intéresse pas, tu vois. ouais, Alors que t'appelles quelqu'un, qu'elle sait pas quitter, tu lui expliques, etc. Elle va sûrement, il y en a sûrement qui vont te dire envoyez-moi un mail. Mais quand la personne te dit envoyez-moi un mail, à toi de creuser ce qu'elle veut avoir dans son mail. Enfin, tu vois, quand des boîtes, moi je le vois chez mes clients, tu vois, des fois il y a des services ou des outils qui font différentes choses. Quand la personne me dit envoyez-moi un mail, je vais lui dire ok, super, sur quel point vous êtes intéressé pour que je vous donne de l'information sur ce qui vous intéresse. Pas vous envoyer un mail général, ouais. random, tu vois. Donc, donc je préfère le faire comme ça. Tu vois, je préfère faire du call call et après envoyer un mail. Et après, quand la personne me demande un mail, ben, je me mets une tâche de rappel et je vais l'appeler, je sais pas, une semaine après en me disant voilà, vous m'avez demandé un mail. Qu'en est-il, tu vois? Tu l'as lu, tu l'as pas lu. Et au moins les gens, ça les responsabilise un petit peu, tu vois. Il va se dire ah bah oui, elle m'a. Enfin, c'est moi qui ai demandé un mail et derrière je l'ai pas lu. C'est ça fait un peu con, quoi, tu vois. Ouais. Maintenant, on va passer un peu à la partie objection. Et si je vais t'en donner trois et voir un petit peu toi ta méthode, comment est-ce que tu fais euh, pour la contourner ou du moins essayer de comprendre quelle est la réelle, enfin le réel blocage qu'il y a derrière ces objections-là. La première, qui est la plus classique, c'est quand on nous répond je ne suis pas intéressé. Surtout quand on n'a pas encore eu le temps de présenter ce qu'on fait, que Ça. la personne elle est sur la défensive, directement on appelle et je ne suis pas intéressé. C'est ça. Bah alors, souvent, le je suis pas intéressé, il va arriver quand la personne en face, elle sait que la personne a le prospect. En gros, aujourd'hui, il y a beaucoup, enfin, tu le vois sur les call centers, hein, moi, enfin, c'est un peu ma bataille d'ailleurs, hein, de redorer l'image du cold calling qui a été mais pourrie par la prospection B2C déjà, et les gens font l'amalgame et ça me rend dingue. Et, et les call calling, les call centers, pardon, où les personnes en fait comprennent pas ce qu'elles racontent, tu vois, elles vont cracher un pitch et où du coup bah, ça se sent et la personne en face elle a pas envie de parler avec quelqu'un qui s'intéresse pas à elle-même, tu vois. Enfin, pardon. Donc du coup, euh, moi aujourd'hui quand une personne me dit je suis pas intéressée alors que j'ai juste dit bonjour, je m'appelle Pauline, et là je suis un peu là, tu vois, en mode mais vous êtes pas intéressé par quoi en fait? Enfin, tu vois, et du coup la personne tu vois redescend un petit peu, elle dit bah oui effectivement, enfin, comme des fois je leur dis vous avez peut-être gagné au loto, quoi, tu vois, donc tu vois, après, ça peut les faire rire, etc. Je pense que quand tu mets de l'humain au milieu, à un moment donné, tu vois, on n'est pas là pour embêter les gens, nous, on est là pour leur faire gagner du temps ou de l'argent. Ou en tout cas, répondre à une de leurs problématiques. Donc, bah, tu vois, moi, c'est ce que je dis aux sales que je forme. Si vous êtes convaincu de votre produit et que vous appelez les personnes qui sont les potentiels utilisateurs de votre solution, ben, à un moment donné, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, quoi, tu vois. Ouais. Donc, quand la personne dit je suis pas intéressé, voilà, ça dépend. Si elle te dit je suis pas intéressé une fois que tu as pitché, essayer de comprendre pourquoi. Ok, vous avez déjà quelque chose de similaire. Toujours essayer de comprendre, tu vois, d'échanger bah, de manière assez classique, on va dire, hein. Et si la personne te dit je suis pas intéressé dès le début, je fais un peu l'étonner, alors que, enfin, tu vois, je joue un petit peu un rôle sur ce côté-là et je vais dire non mais
vous êtes pas intéressé par quoi? Ouais. Tu vois? Et la deuxième objection aussi classique, je suis en réunion. Alors ça, tu vas pouvoir l'entendre parfois sans qu'on te le dise. C'est-à-dire que quand la personne décroche et que tu entends le mute derrière, Ouais. moi direct je dis: «Ah, vous êtes en réunion, je vous dérange». Direct. Parce que ça permet de montrer qu'on est à l'écoute de la personne qui est en face et souvent, tu as des gens qui vont te dire: «Ouais, non mais allez-y, c'est pas grave». Tu vois? Par contre, tu as des gens qui vont effectivement prendre cette objection-là pour te la jeter un peu comme le «je suis pas intéressé». Heu, on peut pas satisfaire tout le monde tout le temps. Enfin, à un moment donné, il faut juste la enfin, tu vois, il faut l'encaisser et des fois, tu pourras rien y changer. Après, si la personne est en réunion, l'idée, c'est de lui dire: «OK, l'idée, c'était juste de voir à quel moment je peux vous appeler, où ce serait le plus opportun. Voilà, est-ce que je peux vous rappeler dans 1 heure, dans 2 heures, demain?» Donc après, ça dépend aussi au halo de la personne, tu vois? Enfin, s'il y a beaucoup d'agressivité, l'idée, c'est pas de l'énerver encore plus, tu vois? C'est de vraiment de s'adapter à la personne qui est en face et vraiment d'être dans l'écoute active en permanence, quoi. Et, euh, et la dernière objection, celle-là qui est aussi classique, c'est quand on appelle et qu'on nous demande comment avez-vous eu mon numéro. Est-ce qu'on la joue honnête en disant voilà qu'on a scrappé peut-être le numéro et il y a peut-être d'autres méthodes Bah, moi, je suis assez pour répondre transparente. à cette question-là. Moi, je suis toujours transparente. J'explique qu'on l'a eu, via LinkedIn, via des outils d'enrichissement. Alors, je donne pas le nom de mes outils parce que, pour moi, ce serait me tirer une balle dans le pied, je pense. Mais en gros, j'explique aux gens que, via LinkedIn, à un moment donné, ils ont dû laisser leur numéro de téléphone quelque part sur internet, et ceux qui râlent vraiment, je leur conseille de faire attention et sinon après, il y en a plein où tu vois, ils disent: «Ah super, c'est quel outil?» et qui d'ailleurs vont aller le réutiliser, donc non, non, moi je dis, on l'a eu via LinkedIn, via des outils d'enrichissement ou sinon, enfin des fois c'est sur le site internet des boîtes quoi, donc sur votre site en fait, tu vois? Ah OK d'accord, tu vois? Enfin donc voilà, puis les gens comprennent assez bien. Après tu peux aussi jouer la carte de, «Franchement je sais pas, vous savez, moi j'ai pris le fichier qu'on m'a donné», tu vois? Tu peux la jouer comme ça en fonction de comment est la personne, moi des fois tu vois? Je me mouille pas, je dis: «Oh franchement je sais pas», Et, et en termes, pour les personnes qui nous répondent pas, est-ce que tu conseilles toi, de laisser un message vocal après un appel sans réponse ou pas du tout? C'est pas une très bonne méthode Moi Moi, j'en laisse pas, mais après, il y en a qui vont te dire que c'est très bien. Après, tu auras toujours l'exception qui va confirmer la règle, hein, je sais plus qui la dernière fois sur LinkedIn mettait un post en disant, enfin voilà: «J'ai laissé un message vocal, derrière j'ai reçu un SMS, et j'ai généré un rendez-vous». OK, super, mais combien de messages vocaux tu as laissés et où tu n'as rien eu derrière, tu vois? C'est Ouais. toujours pareil, hein. Le problème, c'est que enfin moi, où je vois le problème, c'est que si tu laisses un message vocal à quelqu'un, bah, tu vois, tu cherches à joindre des DRH. Tu appelles la DRH de, je sais pas, un grand groupe. Tu laisses le message vocal en disant: «Oui bonjour madame machin, Pauline de telle société, je vous appelais, on propose ci, on propose ça, est-ce que vous pouvez me rappeler?» Est-ce que tu penses vraiment que la nana va te rappeler quoi, tu vois? Ouais. Donc moi je laisse pas de messages vocaux, je vais laisser des messages vocaux, tu vois, avec les personnes avec qui on a rendez-vous, qui répondent pas parce qu'ils sont en retard ou qu'ils ont oublié ou et cetera et cetera. Ou des gens qui m'ont demandé spécifiquement de les rappeler à une date précise. Ou du coup, je vais laisser potentiellement un message en disant: «Voilà, c'est Pauline de telle boîte, vous m'aviez demandé de vous appeler». Enfin, tu vois, je les enfin, j'essaye d'entre guillemets de les mettre au cœur de la réunion. C'est-à-dire que voilà, c'est toi qui m'as demandé de t'appeler tel jour. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et donc, petite dernière question pour cette première partie. En termes de qualification du prospect, une fois qu'on l'a au téléphone et qu'on a au rendez-vous, est-ce que c'est mieux de qualifier donc, juste après avoir pris le rendez-vous avant de raccrocher ou on attend vraiment d'avoir le rendez-vous pour poser nos questions euh, de qualification pour voir ce qui est fit avec l'entreprise ou pas. Un exemple assez classique, c'est que si on sert une entreprise, par exemple, qui doit absolument utiliser telle et telle technologie, sinon ce n'est pas possible de travailler ensemble. Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Ça dépend le stade où tu en es de ta boîte. Moi, j'ai des clients qui n'ont pas forcément énormément encore de personnes utilisatrices, donc ils ont pas encore forcément beaucoup de clients et donc l'idée, ils sont encore un peu dans l'apprentissage de la cible. Donc quand tu es encore sur un apprentissage de cible, c'est hyper important d'échanger avec un maximum de personnes possible et donc d'être assez transparent et de dire: «Écoutez, voilà, je suis Pauline de telle boîte, on fait ça, ça et ça.
On cherche à échanger avec des personnes comme vous qui ont la même expertise pour perfectionner, améliorer, etc. Donc, comme ça, quand tu arrives au rendez-vous, bah, tu montres. Tu n'arrives pas avec en mode, voilà, je vends ça, parce que c'est pas ce que tu as proposé à la personne. Tu lui as proposé un rendez-vous pour qu'elle t'aide. Donc, il faut rester sur ce que tu as dit. Mais si derrière, tu as une solution qui est vraiment disruptive et qui est intéressante pour la personne en face, il n'y a pas de raison qu'elle ne l'achète pas aussi, tu vois, à terme. Attends, Donc, je pense que une boîte voilà, qui se cherche encore un petit peu n'aura pas façon ces questions de qualif, de toute manière. En revanche, plus tu vas avancer, plus tu vas grossir, plus tu vas devoir limiter les rendez-vous qui sont pas qualifiés, parce que tu vas perdre du temps. Et typiquement, comme tu le disais très bien, un outil tech qui requiert d'autres outils ou tel techno, etc., quel est l'intérêt de poser la question pendant le rendez-vous, tu vois, le rendez-vous qui a été fixé, en sachant que quand tu es au téléphone avec elle, ben, tu qu'à lui dire, voilà, quels outils vous avez, etc. Ah, ok, c'est pas compatible, ben, je vais pas vous faire perdre de temps et moi non plus, quoi, tu vois. non, ouais. L'idée, c'est pas de remplir un agenda de rendez-vous et de perdre du temps avec des personnes qui sont pas dans la cible, quoi, tu vois, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, effectivement. Donc voilà, donc on a fini avec les questions sur cette première partie, donc je te remercie pour tes réponses. Si on va passer à la deuxième partie de l'émission, là, ce sera plus des questions assez courtes. Euh, Bah moi, là, c'est une phrase que je dis d'ailleurs tout le temps depuis. C'est un non, c'est pas un coup de canon. Et en fait, ça change tout, quoi, parce que, tu vois, quand tu te dis, ouais, mais si je demande et qu'on me dit non, ouais, mais si, tu vois, mais que ce soit pour tout, tu vois, que ce soit pour une augmentation que tu veux demander à ton patron, que ce soit pour un rendez-vous que tu espérerais avoir, mais tu te dis, non, mais le gars, il est trop, enfin, tu vois, il est DG de telle boîte, il va toujours me dire non, etc. Enfin, essaye, enfin, tu vois, au pire, c'est pas grave. Au pire, on va te dire non, mais un non, ça va pas te tuer, quoi. Et en fait, en pensant comme ça, mais en fait, des fois, tu vas aller casser des portes où tu serais pas forcément allé de prime abord et ça te permet de lâcher, quoi, tu vois, et de tenter plus de choses, je pense. Et à contrario, donc le pire conseil, c'est ce que t'as donné. Bah, de pas se mettre à ton compte. Ah ouais. Ah bah oui, vu la période actuelle, en plein Covid, tu vois, quand tu dis je vais monter une boîte, on te dit t'es sûr? Oui, je suis sûr. Ouais. Et l'outil indispensable pour un sales, selon toi. Un seul? Si tu devais regarder un seul, Un CRM? CRM. Est-ce que sales pour toi c'est quelque chose d'inné ou on peut enfin ou c'est pour tout le monde? Alors, c'est d'ailleurs pour moi un peu un problème. C'est-à-dire que les gens qui pensent que sales c'est inné, ils se mettent en fait, si pour eux ils sont pas, c'est pas inné chez eux, ils vont te dire non mais moi je sais pas le faire, c'est pas inné, tu vois. Je pense que le métier de sales c'est un vrai job. C'est quelque chose qui s'apprend. Tu vois, il y a des techniques, il y a des méthodes, et c'est surtout que il faut être tourné vers l'humain. Et le problème aujourd'hui, c'est que les sales qui veulent juste faire du cash, ben ça a ses limites assez rapidement. Donc je pense que sales c'est pas inné. Je pense qu'effectivement ce qui est inné, ça va être l'aisance que tu peux avoir déjà de base en tant que personne. Ouais. Bah, tu vois, moi c'est vrai que parler avec des inconnus, que ce soit dans la rue, au téléphone, peu importe, mais je suis assez à l'aise. Mais par contre, c'est pas parce que tu sais parler aux gens dans la rue ou dans un bar que tu sais vendre, parce qu'un sales, mais il doit être tourné vers l'humain, quoi, tu vois. Enfin, il doit écouter les autres pour pouvoir y répondre, pour pouvoir répondre au mieux à la problématique. Donc, non, sales, c'est pas inné, sales, ça s'apprend, c'est un vrai job. Et ta plus grosse erreur en tant que commercial? La plus grosse erreur, je pense que c'est de pas avoir su lâcher certains prospects à temps, tu vois, et d'avoir perdu trop de temps. Donc, tu vois, je pense qu'un bon sales, à un moment donné, doit savoir lâcher Ouais. et accepter, quoi, tu vois. Et tu le vis beaucoup mieux parce que, tu vois, moi, je relance 2 fois, 3 fois. Si au bout de la troisième fois, j'ai pas de nouvelles, je fais le dernier mail en mode, OK, tu dû trouver une solution ou ce sujet-là n'est plus urgent, je te laisse revenir vers moi si besoin, tu vois? Et ce que tu détestes le plus en sales? Ceux qui essayent de vendre coûte que coûte.
Est-ce que tu as un livre, un podcast ou un film qui a changé soit ta vie ou soit ta vision de la vente? Je parlerai plutôt d'un event qui s'appelle Game Changer, qui a été réalisé par Amel Ramdan, où il y a eu la première saison en janvier 2023. Et pour le coup, ça a été vraiment Game Changer. La toute dernière question, c'est que donc trois personnes que je dois absolument inviter ici sur l'émission. Bah, écoute, je Je vais vois te comment. reciter Amel Ramdan, du coup, ça fait sens. Ouais, Euh, Romain Couac ouais, et Cyril Pierre de Gaillard. d'accord. Donc peut-être une toute dernière question pour ceux qui veulent te contacter. Donc, enfin, qu'ils ont vu l'épisode, où est-ce qu'on peut te joindre? Bon, je suis sur LinkedIn toute la journée. J'ai un site internet où on peut prendre aussi un rendez-vous directement dans mon agenda. Et sinon, je pense qu'il y a mes infos un peu partout sur internet. Ah bah ça va, parfait. Bah, je mettrai ton lien LinkedIn en description. Donc, en tout cas, je te remercie, Pauline, pour ton temps, Ben, merci à pour toi, tes Pierre. conseils et ton expertise. Et je te dis à très bientôt. Ça roule. Merci. Salut à Merci tous. beaucoup.